Le Faucon Millenium, vaisseau spatial mythique, tout comme les X-Wing, les chasseurs taille et autres croiseurs stellaires. Nous sommes donc apparemment dans la science-fiction, sauf que comme nous l'avons vu dans la première partie de la vidéo, Star Wars tend bien plus vers le merveilleux. On pourrait même parler de fantasy. La fantasy est un genre littéraire bien spécifique apparu avec la revue The Magazine of Fantasy en 1949. Elle intègre dans son univers une dimension surnaturelle qui est acceptée par les protagonistes et le lecteur, elle est normale, fait partie intégrante du monde dans lequel ils évoluent. On retrouve dans Star Wars la plupart des éléments propres à ce genre, utilisation des mythes, présence de monstres divers et d'une forme de magie. On y décèle quelques références aux contes, comme pour rappeler que la fantasy puise sa source dans le merveilleux traditionnel, ce que Tolkien appelait les fairies. D'ailleurs, George Lucas va même jusqu'à récupérer l'imagerie du sous-genre le plus répandu dans la fantasy, le médiéval fantastique, auquel appartiennent les écrits de Tolkien et l'heroic fantasy, avec par exemple les gardes de Jabba qui font immanquablement penser à la représentation classique des orques. Star Wars se situe donc bien plus dans la fantasy que dans la science-fiction. De toute façon, rien de bien scientifique là-dedans, il n'y a qu'à voir les bruits que font les vaisseaux dans l'espace alors qu'on sait très bien qu'aucun son ne peut s'y propager. Ou encore les sabres laser comme on peut le voir dans cette vidéo. Merci beaucoup pour cette petite publicité. Mais je dois préciser que certaines choses sont à l'étude. Tu veux dire que tout ne serait pas que folle fantasmagorie ? En effet. Et quand je dis que certaines choses sont à l'étude, il y en a même qu'on utilise déjà. Comme le moteur ionique. Dans l'univers de Star Wars, il équipe la plupart des chasseurs comme le X-Wing de Luke ou le TIE Fighter de son père. D'ailleurs, TIE est l'acronyme de Twin Ion Engine, c'est-à-dire double moteur ionique. Le problème de la propulsion conventionnelle, j'entends par là les moteurs de fusée, c'est qu'en plus de devoir transporter du carburant, ils doivent également emporter du comburant pour permettre la combustion. La fusée est donc plus lourde et a besoin de plus de carburant, et ainsi de suite. Ça me rappelle quelque chose. Le moteur ionique, lui, n'a besoin que de son carburant, en l'occurrence du gaz noble, et plus précisément du xénon. Le gaz est injecté dans un ionisateur qui arrache des électrons aux atomes de xénon, créant ainsi des ions. Les ions sont stockés dans une chambre chargée positivement et fermée par une grille. Quand ils traversent la grille, ils sont repoussés par celle-ci et attirés par une deuxième, chargée négativement, qui les expulse à l'arrière de l'engin à une vitesse de plusieurs kilomètres par seconde. Néanmoins, la poussée reste minime, impossible d'utiliser un moteur ionique depuis la surface d'une planète. Mais une fois dans l'espace, ils peuvent atteindre les mêmes vitesses que les moteurs conventionnels, pour un poids et une consommation d'énergie bien moindre. Dans Star Wars, les moteurs ioniques émettent des radiations, ce qui rend leur utilisation dangereuse au sol ou lors des manœuvres d'atterrissage et de décollage. On passe alors les vaisseaux sur répulseurs. D'après l'Holonet, oui parce que cette technologie n'existe pas chez nous, d'après l'Holonet donc, les répulseurs créent un champ de gravité négative sous le vaisseau. Il est alors impossible de les utiliser dans une situation d'apesanteur. Pas de gravité, pas d'antigravité. Pas de bras, pas de chocolat. Oui, sauf qu'on parle d'antigrave là. L'antigrave, c'est pas grave. Hop, purée, faites-le taire. Bref, on peut utiliser des moteurs ioniques pour des voyages interstellaires, mais le voyage risque d'être long, très long. L'étoile la plus proche du système solaire, enfin les étoiles, puisque c'est un système double, Alpha et Proxima du Centaure se trouvent à 4,3 années-lumière, soit à 40 678 milliards de kilomètres. C'est-à-dire qu'il faudrait à un vaisseau plus de 4 ans pour l'atteindre, s'il voyageait à la vitesse de la lumière. Pour un vaisseau avec des moteurs conventionnels comme la sonde Helios 2, qui voyage à 250 000 km/h, il faudrait 18 000 ans. Et ça, c'est pour l'étoile la plus proche de la nôtre. Notre galaxie a un diamètre de 120 000 années-lumière. Et oui, ça pique. Surtout quand on sait que la vitesse de la lumière est une limite physique, qui ne peut être atteinte par un objet. Donc il nous faut autre chose. D'abord, un petit rappel sur ce qu'est l'espace-temps. Pour simplifier, on peut s'imaginer l'espace-temps comme une immense nappe en tissu tendue sur laquelle seraient posés les astres. La déformation de ce tissu de l'espace-temps est proportionnelle à la masse de l'astre en question. C'est de cette façon que les planètes tournent autour du Soleil. L'étoile déforme l'espace-temps par sa masse, et les planètes se déplacent en cercle concentrique autour de celle-ci, retenues par cette déformation. Vous vous demandez pourquoi je vous parle de ça ? Non. Ah oui, bien sûr. Parce que Miguel Alcubierre, un physicien mexicain, s'est imaginé mathématiquement comment créer une déformation de l'espace-temps pour faire avancer un vaisseau. Je vous passe la partie maths, je serai bien incapable de vous expliquer l'équation. Pour résumer, l'espace-temps serait contracté à l'avant du vaisseau et dilaté à l'arrière, créant ainsi une sorte de vague sur laquelle le dit vaisseau glisserait, ou plutôt surferait. On appelle ça un champ de distorsion. Grâce à lui, on peut atteindre Alpha du Centaure en quelques mois, voire quelques semaines. Le voyage se passerait de la façon suivante. Le vaisseau utilise ses moteurs conventionnels pour accélérer jusqu'à 10% de la vitesse de la lumière, ce qui est déjà énorme. Puis,
le champ de distorsion est activé. Pour un observateur extérieur, la vitesse du vaisseau est alors multipliée par 100, ce qui équivaut à 10 fois la vitesse de la lumière. Mais à l'intérieur du champ de distorsion, le vaisseau ne dépasserait jamais la vitesse de la lumière. C'est plutôt l'espace-temps autour de lui qui se déplacerait. Si cette expérience n'est, pour l'instant, qu'une expérience de pensée qui ne va pas plus loin que son modèle mathématique, c'est à cause de l'énergie demandée. Pour créer cette vague, il faudrait l'équivalent énergétique de la masse de Jupiter. Petit calcul, si on prend l'équation d'Einstein, E égale mc2, 1,8 des brouettes fois 10 puissance 30 grammes, la masse de Jupiter fois 300 000 mètres par seconde au carré égale 1,7 des brouettes fois 10 puissance 47 joules. Ce qui fait beaucoup de joules. Mais comme les joules ça doit pas forcément parler à tout le monde, ça donne 40 000 milliards de mégatonnes de TNT. Pour vous faire une idée, la bombe qui a détruit Hiroshima équivaut à 0,015 mégatonnes. L'énergie nécessaire pour créer et maintenir le champ de distorsion équivaut à 2 600 000 milliards de fois la bombe d'Hiroshima. Ce qui est juste énorme, inconcevable et impossible avec notre technologie actuelle. Attention, je dis bien notre technologie actuelle, parce qu'il n'est pas dit qu'un jour, dans une galaxie lointaine, quelqu'un puisse exploiter ces champs de distorsion. Ah ouais, quand même, hein. Je m'attendais pas à ça, hein. Du coup, par certains aspects, Star Wars serait vraiment de la science-fiction. Bon après, la variété des espèces, franchement, il y en a tellement de différents, des bizarres et tout, on est vraiment dans la fantasmagorie là. Pardon? Je disais, c'est pas ça le problème. Ouais, non, la diversité des espèces dans Star Wars est vraiment loin d'être exceptionnelle. En fait, cet univers est tellement pauvre en termes de biodiversité qu'il est limite pas crédible. Alors bien sûr, on voit plein d'espèces, comme des mignonnes, des poilues, des grosses, des dangereuses, des ridicules, et si on prend en compte le nombre d'espèces, c'est-à-dire la richesse spécifique, ça a l'air plutôt pas mal. Mais par contre, c'est pas ça du tout morphologiquement. L'ensemble de la galaxie semble offrir moins de diversité morphologique que le contenu de la première flaque d'eau terrestre venue. Ok, je m'explique. Si tu regardes les espèces de Star Wars, c'est presque que des variations autour du thème de la bipédie, ou des quadrupèdes pour les moins malines. Comme si les espèces bipèdes étaient forcément plus intelligentes, mais bon bref. Donc en termes morphologiques, on a des organismes qui sont extrêmement semblables parce qu'ils ont tous le même plan d'organisation. Ils sont tous symétriques gauche-droite, comme nous, ils ont tous un avant et un arrière, comme nous, et ils ont tous un ventre et un dos, comme nous. Ça, c'est ce qu'on appelle la symétrie bilatérale, et c'est notre plan d'organisation à nous, mais il en existe d'autres, et je vois pas pourquoi dans l'univers de Star Wars, il n'y en aurait pas d'autres aussi. L'univers de Star Wars présente des planètes différentes, sur lesquelles les créatures ont subi des trajectoires évolutives différentes. Il n'y a aucune raison qu'elles aient tous le même plan d'organisation. D'ailleurs, même sur Terre, on a eu différents plans d'organisation. Par exemple, les animaux du Cambrien, qui existaient il y a 500 millions d'années, étaient très différents de ceux qu'on a l'habitude de croiser tous les jours, parce que leur structure était vraiment différente. On retrouvait des symétries radiales, comme celles qu'on a aujourd'hui chez les étoiles de mer, mais aussi des feuillets en forme de plume, des feuillets pas en forme de plume, des gros tas, des tubes, etc., etc. Si toute cette diversité morphologique a un jour existé sur Terre, il n'y a aucune raison que ça soit pas le cas dans une galaxie entière. Mais ça se voit pas du tout dans les films. Et puis même, admettons qu'il n'y ait pour je sais pas quelle raison un seul plan d'organisation pour l'ensemble de l'univers de Star Wars. Et ben même là, ce serait quand même pas fifou au niveau de la diversité. Même avec le plan d'organisation de type symétrie bilatérale, la période du Cambrien a été beaucoup plus créative et c'est pas juste cantonné à faire des variations autour du thème du tétrapode. En fait, la meilleure preuve de la tristesse biologique de l'univers de Star Wars se trouve dans une flaque d'eau. Observez le contenu d'une flaque d'eau au microscope et vous allez halluciner sur la diversité morphologique des êtres vivants qui y habitent. Et on parle d'une flaque. Star Wars, c'est une galaxie entière. Donc bon, un univers vraiment diversifié, pas vraiment non. Donc si je résume, le bestiaire n'a rien de réaliste, mais ce n'est pas à cause de sa variété, mais au contraire à cause de son manque de variété. On retombe donc bien dans la fantaisie ici. Du coup, difficile de savoir si Star Wars appartient au merveilleux, qui par définition ne contient pas de SF, ou s'il appartient à la SF, qui par définition ne contient pas de merveilleux. Ben c'est un peu la merde. Mais en fait non, pas tout à fait, car les obsédés de la classification ont pensé à tout. Il existe un sous-genre qui appartient à la fois à la science-fiction et à la fantasy, la science-fantasy. Mais si on veut encore préciser, Star Wars se rapproche encore plus de la space fantasy, un sous-genre de la science-fantasy, mais qui allie space opéra et fantasy. Mais concrètement, tout ça c'est juste du langage, on s'en fout un peu. Tu disais? Bah oui, ce sont des étiquettes, et faire entrer les œuvres dans des cases n'est pas forcément une bonne chose. Non, mais sinon le langage dans Star Wars, c'est intéressant, hein. C'est cool de pas entendre toutes les espèces parler en... Comme vous l'avez remarqué, on peut entendre plusieurs langues exotiques dans la saga de George Lucas. Et dans l'univers de Star Wars, la langue la plus courante, c'est le galactique basic qui sert de lingua franca, c'est-à-dire de langue véhiculaire, c'est-à-dire de langue qui lie les peuples, langue qui sert de communication entre les peuples, quelle que soit leur langue maternelle respective. Et en tant que spectateurs, nous nous devons de comprendre cette langue commune. C'est pourquoi elle correspond à l'anglais dans la version originale, et c'est pourquoi elle correspond au français
dans la version traduite et dans la version diffusée dans les pays francophones. Cette solution, qui vise à faire correspondre la langue maternelle du spectateur avec la langue courante dans le film, on la trouve également dans une autre saga très connue, Le Seigneur des Anneaux, où la langue commune correspond à l'anglais dans la version originale ou au français dans la version qui est diffusée dans les pays francophones. Et dans Star Wars, tout ce qui ne correspond pas au galactique basique n'est pas doublé, il est au mieux sous-titré. C'est par exemple le cas dans l'épisode 1, lorsque Anakin et Watto discutent puisqu'ils parlent en Huttais, la langue des Hutt parlée notamment sur Tatooine. D'ailleurs, mis à part Anakin et Watto, c'est également la langue de Sebulba et de Jabba. Et dans Star Wars, vous pourrez également entendre le géonosien, parlé dans l'épisode 2, la langue des Ewoks, parlée dans l'épisode 6, ou encore la langue des Wookiees, parlée surtout dans les épisodes de l'ancienne trilogie. Mais alors une question, est-ce que ces langues en sont vraiment? Tout d'abord, le galactique basique, même si jamais il correspond à de l'anglais à l'écran, il possède son propre alphabet qui s'appelle l'Orbesh. Sauf que l'Orbesh, en fait, c'est plus un mode de l'alphabet latin. Il suffit de prendre chaque lettre de l'alphabet latin et le remplacer par un équivalent. Donc en gros, l'Orbesh, c'est plus de l'anglais avec une police d'écriture bizarre. En ce qui concerne le Huttais, il a tout d'abord été introduit dans l'épisode 6, puis a posteriori dans l'épisode 4 pour Jabba le Hutt. Cette langue est basée sur le Quechua, une langue amérindienne de l'Amérique du Sud, mais en fait, seuls les mots sont basés sur le Quechua, puisqu'il n'y a absolument aucune grammaire. Donc en gros, on prend des mots Quechua, on essaye de les modifier pour que ça donne d'autres mots qui ressemblent à du Quechua, et c'est tout. Aucune syntaxe, aucune grammaire, aucune morphologie. Les phrases faites pour le film sont donc composées en réalité d'une succession de mots sans absolument aucun ordre logique. Donc pour le côté langue, on repassera. Mais ne perdons pas espoir et parlons de la langue des Ewoks. La langue des Ewoks a été créée par Ben Burtt, sound designer sur les films Star Wars. Enfin créée, il s'agit surtout d'histoires folkloriques kamulk, ou de prières religieuses tibétaines bouddhistes, lesquelles ont été écoutées par des acteurs, puis on a demandé à ces derniers d'essayer en gros de les imiter. Aïe. Encore une fois, pour le côté langue, on repassera. Et pour la langue des Wookiees, est-ce que je suis vraiment obligé d'en parler? Parce que vous vous en doutez, hein. Rebelote! Donc en somme, si on entend souvent parler des langues exotiques dans Star Wars, peu en sont véritablement. Ce sont en réalité des mirages, elles sont là pour nous donner l'illusion que d'autres langues sont parlées. Ces langues étant au mieux composées de mots sans ordre logique, et au pire de sons complètement aléatoires. Pourtant, quelque part, c'est dommageable, parce que la création de langues, c'est quelque chose de fascinant, et c'est quelque chose qui donne beaucoup plus de profondeur aux personnages ou au peuple qui les parle. Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'hésite absolument plus à aller chercher des créateurs de langues, qu'ils soient linguistes de formation ou tout simplement passionnés. C'est notamment le cas dans Game of Thrones ou dans Defiance. Eh bien, j'en perds mon latin. Bien qu'il n'y ait pas vraiment de science là-dedans, il y a tout de même une prise en considération de la pluralité des espèces et de leurs différents organismes. Par exemple, si les Wookiees comprennent parfaitement le galactique basique, leur appareil vocal est ainsi fait qu'ils ne peuvent s'exprimer autrement que par des braillements improbables. Alors bon, il est vrai que la fantasy aussi prête parfois des langues différentes selon les espèces ou les ethnies. Il reste que cette petite notion scientifique floute encore la frontière de l'ensemble. Bon, ça suffit là. Bon, ben c'est pas tout ça les amis, il se fait tard, il serait temps de conclure. Star Wars est une saga de divertissement, mêlant aventure, dépaysement et humour. Son objectif principal est de faire voyager le spectateur dans une galaxie lointaine, très éloignée des soucis du quotidien, le faire rêver. En mêlant SF et fantasy, contes et mythologie, histoire et pop culture, Star Wars puise dans l'imaginaire collectif et fait ressurgir de nos entrailles les fantasmes les plus grandioses. Finalement, le plus important n'est pas l'histoire qu'on y raconte, mais bien l'univers qui y est dépeint, qu'il soit intradigétique à la fois si proche et si éloigné du nôtre, ou extradigétique avec ses produits dérivés et son univers étendu. Le spectateur se retrouve plongé dans cet univers qui vient révéler sous ses yeux une partie de la richesse culturelle qu'il a intégrée, puisant notamment dans son enfance. Et c'est pour cela que ça marche et qu'on entretient avec elle une relation quasi intime, car on y met de nous-mêmes à l'intérieur, et qu'on est renvoyé à une période de notre vie généralement idéalisée. Si Star Wars ne semble pas être une œuvre qu'on pourrait qualifier de riche parce qu'elle contient, elle le devient parce que nous contenons nous, avec notre bagage culturel et notre nostalgie du conte et du merveilleux. Rares sont les films de divertissement qui permettent cela quand on y pense, et difficile de reproduire ce tour de force tant l'équilibre est délicat et la démarche révolutionnaire. S'y essayer après coup, c'est avoir de fortes chances de se planter ou de faire de la redite sans intérêt. Bien sûr, pas tout le monde sera sensible à tout ça. Notre relation à la saga dépendra de notre culture personnelle, de notre attrait pour les mythes, mais le succès est tel qu'on ne peut nier la réussite artistique. Certes allié à une gestion très efficace du marketing. Voilà pour ce petit tour d'horizon des raisons qui sont en partie responsables du succès de Star Wars selon moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker, de partager si vous avez aimé. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos bonus, les liens sont dans la description. Nous tenions bien évidemment à remercier tous les vidéastes qui ont donné de leur temps et de leur talent pour participer à ce petit tour d'horizon de la saga. Grand merci, big remerciement, énorme merci à vous, félicitations... gigantesque merci, dantesque remerciement à vous, remerciement universel, remerciement astral, remerciement quantique... Non ? Merci. C'était vraiment un projet collaboratif et ils ont tous fait un travail top, donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, elles sont top aussi. Les liens sont dans la description. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et que la force soit avec vous.